Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voilà, je reviens d'une excursion à vélo. Je voudrais vous parler de nos projets rapidement parce que je fais toujours des vidéos trop longues. Je le sais, je le dis depuis des années et cette fois je vais aller vraiment à l'essentiel. Et donc je vais vous parler de la manière de gérer notamment les découvertes comme celle dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je vais vous parler de la permaculture et aussi rapidement des problèmes que nous pouvons avoir pour être compris des voisins. Par exemple ici vous voyez une zone qui a été complètement rasée, il y avait de la végétation naturelle dessus. Pourquoi faire? On ne peut pas planter sur une zone tant escarpée. En mettant la terre à nu, eh bien on risque de l'érosion et on perd quand même la biodiversité qui vivait dans cette végétation. Et vous voyez, on est juste à l'entrée de la réserve de Loma Merchane. Donc on est à l'extérieur, c'est le voisin, mais ce serait quand même mieux de travailler en bonne intelligence avec ses voisins pour un maximum d'efficacité et de compréhension mutuelle. On va entrer ici dans la première partie forestière, c'est-à-dire que la végétation naturelle est partout à Loma Merchane, mais il y a évidemment des exploitations antérieures à la réserve. Il y a des endroits qui sont seulement en repousse, qui sont relativement secs, et des endroits où il y a déjà, de nouveau, une forêt secondaire de bonne qualité. En particulier dans des endroits escarpés où le chemin fait une courbe. Il y a deux courbes comme ça, entre ici et le fameux endroit du troglodyte de Nicéphoro. Et donc on rentre dans la première où je vais vous montrer quelque chose, une de mes plus belles découvertes récentes à Loma Merchane. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher délicatement, pour pas déranger la bestiole, mais elle n'a pas l'air farouche du tout, et donc ça ne devrait poser aucun problème. Je l'ai prise en photo, et pour la première fois, je vais donc la filmer. Voilà, vous voyez, j'arrive au niveau de la courbe, donc je n'ai plus besoin de vous montrer mon visage. Je vous montre qu'on avance sur le chemin, et alors on va s'approcher d'une zone où il y a des feuilles de bananiers plus ou moins sauvages, en tout cas qui ne produisent pas de bananes. Et ce que je vais vous montrer, c'est comment gérer pour que ceci ne soit pas détruit. Il y a des gens qui travaillent de l'autre côté de la réserve et qui pourraient vouloir couper les feuilles parce qu'elles passent au-dessus du chemin. Et un jour, il faudra le faire. On est bien d'accord. Mais le problème, c'est de ne pas les couper quand il y a un nid intéressant, un nid que je vais vous montrer tout de suite. L'oiseau dont nous parlons s'appelle l'ermite vert. C'est un colibri discret des sous-bois forestiers des montagnes andines et d'Amérique centrale. Il est assez difficile à voir et à photographier, mais comme il est relativement grand pour un colibri, il n'est pas aussi difficile que certaines petites espèces. Trouver son nid est toutefois un événement, et j'ai publié sur Flickr une image que j'ai réussi à prendre grâce à un éclairage artificiel relativement doux qui évite tout dérangement. Sinon, les images que je vous montre, je les ai filmées avec deux appareils photo. L'appareil de Marinella, le Canon SX70 HS, si je me souviens bien, peu lumineux mais qui est sur un pied. Et alors mon Sony RX10 Mark IV à main levée. Bon, on voit la différence de rendu. C'est pas tout à fait le sujet ici. Je vous montre un petit peu l'action. On va essayer de faire mieux. Nous sommes interrompus par le cri. En fait, c'est l'appel nuptial, c'est le chant en quelque sorte territorial de l'aigle tyran, qui est une autre star de Loma Merchane. On le voit régulièrement, mais pour prendre une belle photo, c'est une autre histoire. En général, on le voit comme sur ces images, voler très haut, au-dessus du territoire, où donc il fait savoir à tout le voisinage que c'est son territoire. Et il rassure la femelle qu'elle est protégée par son action. Revenons à nos ermites. Je suis déjà retourné avec Marinella, une lampe, pour essayer de voir comment on allait organiser ça, essayer de faire les meilleures images possibles, sans évidemment déranger. Mais la question n'est pas du tout anodine, parce que pour avoir des visiteurs, il faut leur montrer ce genre de richesse naturelle,
Assurer la prise de vue d'un oiseau aussi discret que l'ermite vert est évidemment un atout, mais il faut que nous puissions amener du monde sans déranger l'oiseau. Donc il faut bien étudier son comportement, bien voir à partir de quelle distance il y a éventuellement des rangements, voir si la lumière le dérange ou pas, etc., etc. Concernant la gestion proprement dite, notamment des feuilles, eh bien maintenant je vais de plus en plus souvent avec une machette sur mon vélo quand je vais dans la réserve, et si je vois de la végétation qui pourrait devenir gênante pour les quelques véhicules qui passent, notamment des voisins, ou même de la famille Merchan, quand ils viennent notamment gérer le café qui est produit au-dessus de la forêt ici, donc à 200 mètres d'altitude plus haut. Ils passent avec des 4x4, c'est la seule façon de monter, ou alors à pied, mais à vélo ou avec une voiture normale, c'est totalement impossible. Et donc il ne faut pas non plus que la végétation les empêche de passer. Donc si je vois une végétation menaçante, à une époque où il n'y a pas de nid, où je vois qu'il ne se passe rien, eh bien je la coupe, je dirais à l'avance, pour être certain qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit tenté de venir avec une machine qui va faire du bruit, donc du dérangement, ils vont surtout couper plus que nécessaire. Et puis souvent les machines sont des machines, en Colombie j'en ai déjà parlé, comme partout ailleurs d'ailleurs, avec un fil de plastique qui s'use au fur et à mesure qu'on l'utilise, et donc ça laisse des microplastiques dans la nature, et c'est quelque chose à éviter. J'en ai déjà parlé avec un voisin qui m'a dit ne plus utiliser de plastique pour ça, il a une lame métallique, c'est beaucoup mieux. Mais enfin, avec ma machette ou en arrachant à la main, je fais évidemment encore moins de dégâts que n'importe quelle machine. Donc, gérer les observations pour attirer les touristes sans déranger. Et voir avec les voisins et les personnes qui sont impliquées directement avec la réserve comment limiter l'impact négatif des activités qui ont lieu notamment dans le voisinage. Voilà, je suis en face de cette grande végétation qui a poussé, puisqu'on ne la coupe plus. Et mais remarquez qu'ici, vous voyez, vous avez un plan de manioc. Et donc une question qui se pose, c'est va-t-on exploiter ce manioc, puisque ce qu'on mange est la racine? Donc est-ce qu'on va déraciner notre arbuste pour en profiter? Ou va-t-on le laisser parce qu'il participe évidemment à cet écosystème, à cette biodiversité? Ce genre de choix, bon, qui n'est pas toujours si difficile, on va souvent l'avoir, il y a toujours un équilibre à trouver entre l'écosystème et notre propre survie et notre souhait, qui est dans l'intérêt global bien sûr, de consommer localement. Et donc, on va partager nos choix, nos idées, on va vous montrer des images, mais c'est le concept même de permaculture. La permaculture, c'est partager avec l'écosystème plutôt que détruire l'écosystème pour faire une production qui est 100% pour l'humain ou pour ses animaux domestiques ou d'élevage. Concrètement, c'est le plus bref résumé que je puisse faire. Mais ce qui est important dans ce résumé, c'est cette relation. On écoute l'écosystème, on observe l'écosystème. Est-ce que mes potimarrons vont pousser sans effort? Est-ce qu'ils vont être détruits par une colonne de fourmis? Si, je sais que ce n'est pas le cas, mais si c'était le cas, que les fourmis mangent systématiquement les potimarrons, ben on va planter autre chose. Si à l'inverse ça pousse tout seul, comme c'est le cas en Europe, où c'est très facile à faire pousser, ben on va manger beaucoup. Donc on va s'adapter à l'écosystème et non pas le contraire. Et ça c'est vraiment l'élément clé de tout le concept, de tout le projet. L'élément clé de la permaculture, mais l'élément clé de mon projet qui consiste à utiliser cette philosophie de permaculture dans un cadre d'écotourisme. Il vous reste sans doute plein de questions, et comme j'ai promis une vidéo courte, je n'y réponds pas ici, mais notez deux choses. La première, c'est que j'ai déjà répondu à la plupart des questions dans d'autres articles et vidéos. J'ai une page dont je vais mettre le lien dans la description, avec tous ces articles et toutes ces vidéos. En réalité, je commence à découper cette page, parce qu'il y a des sujets qui sont peut-être à mettre de côté, notamment les sujets géopolitiques, qui ne sont pas directement en lien, même si on peut faire des liens, hein. Et la politique, par exemple, s'il y avait un gouvernement qui décidait d'imposer dans le pays un système permacole, d'interdire les pesticides, il y aurait plein de questions qui se poseraient par rapport à la concurrence d'autres pays, par rapport à la démocratie. Est-ce que c'est ce que le peuple veut? Est-ce que pour qu'il vote pour un tel programme, comment est-ce qu'il faut l'informer, l'éduquer? Il y a énormément de sujets. Et donc, une de mes tâches, ça va être de partager ces informations dans d'autres langues que le français, puisque j'habite en Colombie, évidemment en espagnol et en anglais. Je vous rappelle que j'ai commencé un compte Flickr en espagnol et en anglais, preuve que je ne parle pas dans le vide. Pour l'instant, il n'y a que des photos d'oiseaux. Ah, il y a un écureuil aussi.
Mais bon, je veux dire, pour l'instant, c'est juste des commentaires, des photos, mais c'est le début. Et donc, voilà. On peut avoir des bénévoles, que ce soit des Français, des francophones qui viennent d'Europe, du Québec, qui viennent m'aider parce qu'ils me connaissent, parce qu'ils me suivent, qui ont envie de découvrir l'endroit et de le faire dans un cadre d'échange, ils sont bienvenus. Mais je cherche évidemment aussi des bénévoles locaux, ou disons régionaux, qui parlent l'espagnol et qui peuvent m'aider notamment dans les publications en espagnol. Ce qui implique que certains bénévoles ne doivent pas nécessairement venir ici ou pas tout de suite. Donc il y a d'autres manières d'échanger. Voilà, donc vous êtes francophone si vous m'écoutez a priori. Sachez que presque tous les sujets sont déjà abordés. Donc creusez sur mon site internet et ma chaîne YouTube. Posez-moi les questions, je vous mettrai les liens directement. Et pour le reste, eh bien on a un immense travail et on s'y met. On s'y met et il faut se rendre compte à quelle vitesse passe le temps. Dès qu'on a un groupe qui vient prendre le petit déjeuner, ben, je dois aider Marinella à le préparer, à servir, à traduire. Donc ça me prend la matinée et souvent la soirée qui précède. Surtout si on ne le fait pas ici chez nous, mais qu'on le fait à la maison principale, au restaurant, à l'hacienda, il y a plein de noms possibles. Hein. Donc il faut déplacer les choses, etc. Bref, je ne rentre pas dans les détails. Et puis si j'accompagne sur le terrain, la journée est presque finie. Il me reste bien quelques heures, mais souvent si j'ai commencé à 4 h du matin et que j'ai terminé à 2 h de l'après-midi, je suis aussi un peu fatigué. Hein. Même avec mon mode de vie, on peut être fatigué après des heures et des heures de travail. Et donc c'est vrai que pour avancer sur tout ça, ça va être lent, sauf si j'ai de l'aide, et j'espère que j'en aurai. Une aide dans le cadre d'un échange, puisque cette fois, j'ai quelque chose à offrir, notamment, bien sûr, toute cette belle nature à Loma Merchan que j'espère vous avez envie de découvrir, et donc que je pourrai vous y voir, vous y revoir très bientôt. Quand je dis très bientôt, c'est peut-être pas demain matin, mais dans les semaines, dans les mois qui viennent. Pour l'instant, les logements ne sont pas prêts, mais c'est question de semaines, vraiment. On pourra avoir la maison, la première, ça va être la maison au-dessus de chez nous, qui sera disponible, et puis d'autres bâtiments qui vont être consacrés à recevoir les visiteurs, puisque c'est quand même l'objectif. Sans visiteurs, on ne pourra pas rendre ce site durable sur le plan économique, ce qui est, je vous le rappelle, absolument essentiel pour qu'il soit durable sur le plan de la conservation. S'il coûte de l'argent, un jour il sera détruit, surtout qu'il peut en produire. S'il produit de l'argent, tout le monde voudra le protéger. C'est peut-être triste, vous pouvez le regretter, mais c'est factuel, c'est comme ça. Voilà. Vidéo courte, promise, j'arrête là, je vous salue, je vous dis à très bientôt. Je vais essayer évidemment de publier beaucoup plus cette fois, y compris sur les oiseaux. Et donc il faut vraiment que je me discipline pour m'en tenir à l'essentiel. Et vous savez que chez moi, c'est très difficile. Encore une fois, merci à toutes et tous pour votre attention et votre soutien pour certaines personnes depuis très très longtemps. Je ne le dis plus, à bientôt.